Donc notre premier invité pour cette matinée est Monsieur Raymond Lemieux, donc professeur associé de l'Université Laval à la faculté de théologie et de sciences religieuses. Donc ses domaines de recherche portent principalement sur le christianisme et sur les liens entre religion et société, et notamment précisément au Québec. Donc je vais vous parler de deux articles, enfin juste vous citer les noms des articles qui je pense seront en lien avec la présentation d'aujourd'hui et que nous avons lus durant le séminaire. Donc le premier s'appelle Pratique de la mort et production sociale et le deuxième Bricolage et itinéraire de sens. Donc ces deux articles écrits par Raymond Lemieux. Donc je vous laisse parler, vous avez 15 minutes et après il y aura 15 minutes de questions. Voilà. Merci beaucoup. J'ai impressionné par ce que je fantasmais d'auditoire. J'ai un peu changé mon titre. Je vous avais proposé Pratique de la mort et itinéraire de sens. C'est devenu Pratique de la mort et question de sens. Ça va vous paraître mineur. C'était majeur pour moi parce que la notion d'itinéraire aurait pris beaucoup de place. Alors comme ça m'a permis de la liquider et d'en rester aux questions. Autrement dit, d'en rester à une problématique plus générale et moins descriptive, moins empirique. Je ne vous apprendrai pas grand-chose en disant que la mort est aujourd'hui gérée non pas par des discours, des normes religieuses et communautaires, mais par des normativités techniques et rationnelles. Il y a toute une histoire de ça, que je n'ai pas le temps d'évoquer, bien sûr. Ce qui lui donne un caractère de modernité, on va le voir, assez radical. Caractère à la fois inédit et paradoxal, parce que si l'expérience de la mort en est une de tous les temps et de toutes les civilisations, c'est la première fois que l'on meurt de cette façon et s'y posent donc des questions inédites. Alors c'est cette réalité que je voudrais investiguer avec vous dans les quelques minutes qui nous sont allouées. Un premier point, peut-être un peu trivial, mais qu'il faut rappeler, qu'est-ce que la rationalité technique? Surtout des anthropologues, c'est du connu de loin. Et quel rapport a-t-elle avec les questions de sens, tel qu'indiqué en titre? J'appelle, pour les circonstances rationalité technique, l'ensemble des dispositifs que nous mettons en place en vue d'atteindre des objectifs définis. Des dispositifs, c'est-à-dire des éléments ou des valeurs articulées les unes aux autres, de façon telle que chacun contribue de façon contrôlable à la fonction de l'ensemble. Je prendrai un exemple très simple, un marteau. Dans un marteau, vous avez trois éléments, essentiellement une tête, un manche et un rapport logique entre les deux. Un rapport défini entre les deux. Une petite tête avec un gros manche, ça va pas très bien. Un petit manche avec une grosse tête, difficile à manier. Ça devient une masse. Alors, vous voyez l'enjeu. Mais pourtant, à l'intérieur de cette contrainte, n'est-ce pas, des trois éléments de leur articulation logique, il y a toute une myriade de marteaux possibles. Qui vont du marteau de menuisier que j'utilise pour réparer des meubles chez moi ou réparer ma maison, jusqu'aux 88 marteaux insérés dans mon piano, avec lesquels je peux faire de la musique. Donc vous voyez qu'avec une même logique instrumentale, on peut faire bien des choses. Et c'est sans compter les marteaux du médecin qui frappe sur mes rotules pour tester mes réflexes, ni les martinets, maillets, maillotches, masses, massettes, massues et j'en passe, n'est-ce pas, qui forment la famille des marteaux que vous pouvez trouver dans n'importe quelle bonne encyclopédie. Dans chaque cas, la valeur opérationnelle est déterminée par l'objectif assigné à l'outil. Un objectif donc assigné. Et la capacité de son utilisateur d'en faire un usage adéquat, ce qui n'est jamais, bien sûr, fondé dans le béton. Sachant qu'avec mon marteau de menuisier, je peux tout aussi bien aider mon voisin à réparer son toit
que je puis tenter de l'assommer. Autrement dit, l'objectif peut toujours être perverti. Et il n'épuise pas le sens, il n'épuise pas les sens qui peuvent être donnés à l'outil, ni même la diversité de ses utilités potentielles. Comment interviennent les questions de sens là-dedans? Ben, je pense qu'on le voit tout de suite. Tout d'abord, quand pour une raison ou une autre, les objectifs assignés sont pervertis, si je frappe mon voisin avec mon marteau, tout le monde va dire « ça n'a pas de sens ». C'est pas fait pour ça. C'est évident. Mais d'une façon générale, pas besoin d'être en colère, quand les objectifs sont atteints, ou quand on rencontre les limites de leur poursuite, se posent immanquablement des questions relatives au sens du dispositif procédural utilisé. C'est ce qu'on va rencontrer notamment dans les situations de fin de vie et d'approche de la mort. Or, deuxième point, c'est bien ce qui se passe avec l'expérience de la mort. C'est la rencontre d'une limite inexorable. Dans ce contexte, les questions de sens sont essentiellement des questions transversales, c'est-à-dire qu'elles se posent quand la logique procédurale est rompue, quand la marche normale de la vie ne va plus. Elles se posent alors sous forme de symptômes, par exemple dans l'épuisement professionnel. À quoi sert le fait que je m'échine à travailler, n'est-ce pas? Le métier que j'exerce est-il vraiment utile? Ne suis-je rien d'autre que le rouage d'une machine en fonctionnement en dehors de ma volonté? Ou encore, comme j'ai rencontré souvent chez des convertis qui sont passés d'un système religieux à un autre, ou qui ont abandonné les objectifs auxquels ils avaient jusque-là voué leur vie, je cite, « Je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. J'ai cessé d'y croire. » Ou bien, si j'y crois encore, l'organisation qui prétendait soutenir mon action était inefficace. J'en ai cherché une meilleure. C'est dans ce contexte que je dis que les questions de sens sont des questions transversales au code de procédure qui préside aux pratiques de modernité. Deux caractéristiques. Ce sont des questions qui ne peuvent pas ne pas se poser. Donc, ils répondent à la catégorie du nécessaire, logiquement. Elles ne peuvent pas ne pas se poser, elles sont inévitables, tout simplement parce que la rencontre des limites est inévitable. Et c'est ce que manifeste, évidemment, l'expérience de la mort. Deuxième caractéristique, quand elles ne sont pas entendues, quand elles sont trop longtemps refoulées, elles finissent par prendre des formes contre-culturelles qui peuvent être dévastatrices. C'est le risque de la radicalisation, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le soldat ou le policier, pour qui ça n'a plus de sens, peut finir par tomber en dépression. Et alors, s'il est évacué du champ de bataille, c'est encore ce qui peut lui arriver de mieux. Mais il peut aussi finir par tourner son arme contre lui-même ou contre ses camarades dans un passage à l'acte qu'on qualifiera alors facilement de fou, mais qui s'inscrit simplement dans la logique du non-sens dans laquelle il est enlisé. Le jeune qui se sait sans avenir, peu importe que ce soit avérable ou non, et qui rencontre des discours capables de lui faire miroiter du sens quelque part, peut facilement se radicaliser, s'attacher à ces discours, jusqu'à en faire un espace de survie nécessaire pour lui. C'est accepter même d'en mourir. C'est le syndrome du kamikaze, par exemple, qui précisément meurt pour affirmer, pour être reconnu, pour enfin avoir une place, que son nom soit quelque part, et qu'il puisse par là intégrer quelque chose de l'ordre du signifiant qui lui échappe par ailleurs. Les questions de sens, alors, se posent comme autant de contestations actives de l'ordre établi,
c'est-à-dire normale. Et elles mettent en cause la définition même des objectifs que cet ordre sert. Troisième point, contre les questions de sens, le divertissement. Les questions de sens rencontrent alors, bien sûr, nombre d'impasses. Les nombreuses dérives sectaires qu'a connues l'Occident, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais à bien d'autres époques également, l'ont montré abondamment. Je m'y attarderai donc pas. Mais comme la drogue, le jeu, les aventures de toutes sortes, bref, dans toutes les formes de dérivatifs et d'oubli que les sociétés marchandes peuvent offrir, elles peuvent dès lors tenter de s'inscrire précisément dans ce qui divertit de la quête sans fin de ce sens inatteignable. Pascal disait à propos du divertissement, c'est le sens pascalien du mot que j'utilise, ne pouvant vaincre la mort, ils choisissent de n'y point penser. Mais bien avant lui, Hérodote montrait déjà comment les Mèdes, acculés à la famine par le blocus que leur imposaient les Perses, n'est-ce pas, ont inventé les jeux de dés pour éviter de penser à leur faim et survivre. Alors, ce n'est pas un syndrome de modernité, le divertissement. Mais évidemment, vous voyez bien, la modernité, sans parler même de la modernité qu'on dit avancée, la modernité l'utilise abondamment. Et on peut penser que l'engouement contemporain pour la réussite est aussi de l'ordre du divertissement. Il y a là un processus qui connote une sorte de mystique de la consommation, d'ailleurs. Mystique qui consiste, comme toute mystique, à aller de commencement en commencement vers d'autres commencements qui n'ont pas de fin. Je cite à peu près Grégoire de Nice. Aller de commencement en commencement vers d'autres commencements sans cesse. Mais qui, dans le cas de la consommation, bien sûr, finissent par aboutir dans la jungle du non-sens ou dans ce que Paul Chamberlain appelait dans un article il y a une vingtaine d'années déjà, l'enfer des choses. Le sujet devient pris, n'est-ce pas, dans un monde qui ferme complètement son horizon. Cette problématique du rapport au sens, à travers les logiques procédurales, est paradigmatique, sert de modèle général des conjonctures qu'on peut rencontrer dans toutes sortes de situations vitales. Et de ce point de vue, la mort, qui est un accident de la logique médicale, arrivé à ses limites, ou la proximité de la mort, la met en scène, mais nous permet de comprendre aussi ce qui se passe ailleurs. Les gestes des médecins, des infirmiers et infirmières, des préposés, sont systématiquement orientés vers l'atteinte de ces objectifs. D'ailleurs, la notion de code procédural est omniprésente dans les pratiques hospitalières. Les infirmières, surtout les infirmiers et infirmières, n'est-ce pas, sont constamment dans l'application de codes et parfois comprennent mal ou ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Alors, merci. Il me reste 2 minutes. C'est la notion même que les discours des systèmes organisationnels appellent le PPBS, Planning, Programming, Budgeting System, qui était très à la mode en sciences politiques il y a une 50aine d'années. On possède les outils pour atteindre des objectifs, mais qui définit les dits objectifs? Comment les justifier? Et c'est là que se pose, bien sûr, la question de la transversalité des problèmes de sens. On sait, par exemple, que dans les CHSLD, à peu près 90% des décès
sont dans le contexte d'une décision qui est prise quelque part, parce qu'il y a toujours possibilité de reporter à plus tard, de continuer à prolonger la vie. Alors, qui va décider que ça s'arrête? À partir de quels critères? Bon, on va faire intervenir, bien sûr, toutes sortes de comités. On va faire intervenir toutes sortes de facteurs, mais il reste qu'il y a un certain nombre de questions qui échappent. Qui peut définir de la qualité de la vie qui reste à vivre? Du petit morceau de vie qui reste. Qui peut décider que ça doit finir maintenant et à partir de quels critères? Et si on passe, comme ça se fait souvent, à des comités décisionnels, des comités d'éthique ou des choses comme ça qui vont élargir la question, élargir les intervenants, bien, plus on élargit le nombre d'intervenants, plus ça risque d'être compliqué. Quand on fait intervenir la famille, bien sûr, il y a beaucoup de compassion qui peut jouer, mais il y a aussi des intérêts dans les relations familiales. Alors, bien sûr, vous voyez qu'on est loin d'être dans l'objectivité. Bien sûr, le contre-discours, qui voudrait prendre une allure d'antidote, consiste encore à poser la question transversale, je l'ai posée tantôt, qui peut dire que le petit reste de vie est sans valeur. Et dans ce contexte, les soins palliatifs représentent un contre-pied des logiques procédurales. Ils proposent la possibilité de révision des histoires de vie, une investigation des questions de sens qui ont pu rester suspendues dans la vie quotidienne. Voire, quand ils proposent un accompagnement spirituel, je mets le mot entre guillemets bien sûr, ensuite des soins médicaux proprement dit. Encore une fois, cette problématique peut se retrouver dans beaucoup d'autres contextes. Je ne vais qu'énumérer rapidement les contextes sans les développer parce que je suis rendu à la conclusion. Dans le clergé, je l'ai signalé, mais je l'ai rencontré pour un rapport dans l'armée, en contexte de choc post-traumatique, quand on se demande à quoi ça a servi, tout ce qu'on a pu faire. Chez les policiers, pompiers, ambulanciers, tous ces premiers répondants confrontés à des situations absurdes ou tragiques. Récemment, c'est un informaticien qui me disait que dans sa boîte, ou de jeunes informaticiens, il y a un roulement important de personnel, les jeunes ne restant pas plus que 4 ou 5 ans, et non pas pour changer de métier, mais pour changer de lieu de travail, parce que c'est un travail à l'aveugle, ils ne savent pas à quoi servent les algorithmes qu'ils créent et les systèmes complexes qu'ils entretiennent. Autrement dit, ils sont désappropriés de leurs moyens de production. Et la désappropriation des moyens de production, si vous retournez un peu à Marx, vous allez voir très rapidement que ça s'appelle la prolétarisation. C'est ce que la mort nous met constamment devant les yeux, parce qu'elle pose la question des limites. Et non seulement sa propre mort, mais la mort de l'autre, la mort des autres, qui nous bouleverse généralement, qui nous ébranle. C'est une cousine qui m'a, la semaine dernière, alors que j'allais à des funérailles avec elle, en voiture, j'y avais offert un lift, cousine de mon âge, qui me dit à propos de celle qui était disparue à 87 ans, ça m'ébranle. Et je vous avoue que moi-même, hier, j'ai été ébranlé d'apprendre le décès d'une collègue sociologue de Montréal, Nicole Lorrain, que plusieurs sans doute connaissent, qui avait 74 ans. Alors, donc, comme j'en ai 78 dans quelques semaines, je devrais être encore plus près d'elle, de la ligne de feu. Du feu sur la ligne de front, devrais-je dire. Ça ébranle. L'expérience des limites vécues par d'autres, cette expérience qui sollicite notre propre conscience plus ou moins refoulée des limites, c'est ce qui rend l'accompagnement, si vous voulez, la solidarité dans l'acte de mourir, à la fois si complexe et si émotivement chargé. D'une part, parce que personne ne peut statuer de la valeur émotive, psychique, spirituelle de ce qui reste à vivre. D'autre part, parce que chacun ne peut que rester libre des décisions, de ses décisions à ce niveau, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on lui impose,
Il y a un espace de liberté, là, qui est inexorable, même s'il est parfois très, très, très mince, puisque la conscience risque d'être affectée. Je m'arrête là-dessus. Merci. J'avais 3 petits points me disant qu'il fallait arrêter.